dans l'émission Un moment avec Louise. Bonjour, un moment avec Louise. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? En quelques mots, je vais faire cela. Je m'appelle Guillaume, j'ai 35 ans et comme mon uniforme le montre, je suis fonctionnaire de police à Sarcelles dans le Val d'Oise. Comment ça vous est venu cette envie de travailler dans la police? Ça m'est venu il y a quelques années en arrière, ça devait être entre 2015 et 2017, où j'ai rencontré d'autres policiers dans le cadre d'une mission Vigipirate. Et au-delà des policiers, j'ai rencontré des hommes et des femmes. Et je me suis mis dans un coin de ma tête, un jour tu feras policier. Et c'est ce que j'ai fait quelques années après. Vous faisiez quoi avant? Alors avant, j'étais dans l'armée de l'air, j'étais pompier. Et la spécificité de l'armée de l'air, et comme les autres armes, c'est de faire des missions Vigipirate. Et là, notamment dans ma ville de naissance, à Toulouse, où j'ai pu rencontrer justement ces policiers qui m'ont donné la puce à l'oreille pour un jour les rejoindre. Et qu'est-ce que vous aimez dans le fait de travailler dans la police nationale? La police nationale, c'est un métier vraiment qui est au cœur de la société. C'est un métier qui traite de l'humain et on rencontre des gens souvent dans la difficulté. Et passer au-delà de nos propres difficultés à nous personnelles, pouvoir les aider à résoudre ces problèmes dans un temps donné, avec de l'aide, avec des services, des gens engagés pour eux. C'est ça qui m'a donné l'envie d'être policier. Et au-delà de ça, c'est aussi pouvoir conserver sa personnalité, parce que la police, du coup, n'est pas l'armée. Et on peut travailler avec sa personnalité, on peut amener nos influences, nos cultures et travailler avec. Donc quand on résout un problème ou qu'on intervient, on n'intervient pas qu'avec le code pénal ou le code de procédure pénale, on intervient aussi avec notre connaissance à nous, notre intelligence, notre altruisme. Et c'est ça qui fait qu'être policier aujourd'hui, c'est un métier très riche humainement. Et ça consiste en quoi être policier exactement? Ça ressemble à quoi votre quotidien? Bon, être policier, déjà, c'est se vêtir d'un costume, enfiler un uniforme, donc un peu se mettre en marge de la société, mais pas forcément énormément. C'est se rendre accessible, être visible, être identifiable. Ce que ça m'apporte au quotidien, c'est des rencontres, la nôtre déjà, celle aussi avec une pluralité de gens, vraiment aller à la rencontre des autres personnes. Et le quotidien d'un policier, il n'est pas défini. Les horaires le sont, et encore, à chaque fois qu'on fait une prise de service, on annonce le début de service et la fin, on dit plus si affinité. Donc ça veut dire qu'on est sensiblement voué à rester peut-être à faire du rabio, des heures sup. Donc oui, c'est donner beaucoup de son temps au détriment d'une vie familiale, personnelle. C'est s'engager avec une équipe, on ne travaille pas seul, on travaille avec une équipe, une brigade, on est au moins 20 dans la brigade, et c'est aussi accepter les différences des autres, que ce soit la population ou des collègues. Après c'est un réel leitmotiv pour se lever le matin et se dire qu'on va prendre notre service, on va boire le café avec les collègues et on va partir sur des interventions dont on n'a pas du tout idée, et on va rencontrer plein de gens et plein de situations cocasses, d'autres un peu plus dramatiques, des problèmes de vie, et on va essayer de les résoudre et de rentrer vivant aussi chez nous, c'est ce qui est important. Oui, parce que je ne me rends pas trop compte quelles peuvent être justement les missions exactement, quand vous dites que les choses sont très diverses. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples? Je vais donner une petite liste exhaustive de nos missions. Donc nous, la police secours, on est la police que vous voyez dans votre quotidien, dans la rue, dans ces véhicules-là, ou à pied ou à vélo. On va répondre à la sollicitation, à la clameur publique. Donc si des gens nous sollicitent pour résoudre un problème, alors ça peut être un différend commercial, ça peut être des débuts de violence réciproques. On va être aussi à la recherche des crimes et délits, donc on va faire de l'initiative. Quoiqu'en police secours, on n'a pas forcément trop le temps. Pour ma spécificité, moi je travaille la nuit, donc on a le temps de faire de l'initiative. Mais pour les collègues de journée, ça va être aussi répondre aux appels 17 et aux appels de notre station directrice qui vont nous envoyer par exemple sur un différend familial. Donc on va rentrer dans un lieu, dans une famille qui a des problèmes, et on va devoir essayer de résoudre ce problème en quelques instants, avec peu de moyens, mais surtout avec le dialogue. À la suite de ça, on va pouvoir être appelé sur la mort d'un nourrisson, ça a été le cas.
Donc un nourrisson de 3 mois qui a bu du lait qui n'était pas bon, qui devait être périmé, et les conditions de vie de cette famille faisaient aussi qu'ils vivaient dans un hôtel, et le nourrisson est décédé. Voilà, donc on passe d'un conflit familial où c'est 2 personnes qui ne s'entendent plus dans le foyer familial à la mort d'un enfant, donc on a les 2 extrêmes. Et à la suite de ça, on peut partir sur un refus d'obtempérer, donc une personne qui refuse de s'arrêter lorsqu'on décide de la contrôler parce qu'elle a commis une infraction ou que le véhicule est suspect et qui va mettre notre vie en danger. Voilà. C'est très à la mode en plus en ce moment, les refus d'obtempérer, c'est un toutes les 20 minutes. Donc en police secours, on tombe beaucoup sur ce fait-là. Et ça peut aller aussi du vol à l'étalage de quelques bonbons dans un centre commercial par des gamins. Voilà. C'est une pluralité et c'est vraiment très très formateur sur la nature humaine. Ouais. Et est-ce que c'est pas justement... Est-ce que ce n'est pas difficile de faire la part des choses et en tout cas de laisser cette vie-là et ces conditions-là qui peuvent être parfois dramatiques, de ce que je comprends, dans des situations de vie difficiles des personnes que vous rencontrez? Comment vous faites pour vous rentrer chez vous et vivre votre vie, on va dire, paisiblement, avec toutes ces histoires tous ces chemins de vie que vous rencontrez? C'est des chemins de vie, ouais, exact. Bah, des fois, on rentre pas tout de suite à la maison, du coup. On attend un peu. Pour reprendre l'histoire dramatique du nourrisson, s'il y avait des parents, collègues, pendant l'intervention, on va en parler ensemble. On va faire un petit retour d'expérience, un rétex. On va faire un débrief, on va en parler, on va s'écouter. Même on va écouter le silence qu'on a à dire, hein. On va juste se regarder, on va casser la croûte, on va aller acheter des sodas. Enfin, voilà, on va essayer de faire des choses de la vie présente, actuelle, qui nous nourrissent à notre manière. Et après, en quittant l'uniforme, on met au placard un peu toutes ces histoires. Et souvent, on habite loin du commissariat, donc le temps de trajet permet aussi de décanter ça. Et puis quand on rentre, pour ma part, à 7h30 du matin, on essaie d'être frais et dispo pour notre compagne. Et si les collègues ont des enfants, pour les enfants, et reprendre un peu la vie. Voilà, pas se laisser miner par ça, comprendre que c'est des événements exceptionnels, mais qui pour nous sont courants en fait. On intervient souvent dans votre exceptionnel, mais nous c'est notre marche courante en fait. C'est nos habitudes d'intervenir sur ça. Une fois, c'est une dame sur un petit muret devant le commissariat qui voulait venir déposer plainte et elle a couché sur le trottoir. Voilà, ça paraît cocasse, mais tout autour il y a toute une histoire familiale. Elle voulait pas de l'enfant et on se retrouve parachuté pour beaucoup. On est provinciaux à Paris. Et c'est une autre culture, c'est un autre mood, le délire il est complètement différent, c'est d'autres gens, c'est d'autres manières de vivre et il faut s'adapter et le plus possible, voilà, essayer de parler avec les collègues. De toute façon, autant le dialogue résout les problèmes avec les gens, autant le dialogue résout nos problèmes internes. Et la police c'est une famille, surtout en brigade, voilà, on vit les choses à 1000 à l'heure, on les ressent aussi à 1000 à l'heure. Et on a besoin de ces temps pour nous, entre collègues. Est-ce que vous avez un soutien psychologique dans le sein de la police ou est-ce que vous avez par ailleurs, vous suivez tous une thérapie? Parce que ça a l'air d'être un bagage émotionnel énorme, du coup, que vous trimballez un petit peu au gré des aventures et des rencontres. Est-ce que vous êtes aidé là-dedans? Il y a une charge émotionnelle assez forte. Il faut vraiment se mettre une carapace. Pas y aller avec des œillères, mais y aller avec notre intuition. L'intuition joue beaucoup. Et pour revenir, on est aidé. Il y a le SSPO, donc c'est des psychologues qui sont mis à notre disposition, qui sont soit sollicités par les chefs de service, soit de notre propre initiative. Et on peut aller les voir après une intervention un peu difficile, si on a vu quelqu'un de décédé dans des circonstances un peu particulières, un accident de la route, un accident de moto. Plus tôt, je vous ai parlé donc de cet enfant, on peut les solliciter. C'est privé, c'est un entretien vraiment personnalisé, à l'écoute du fonctionnaire, par des gens qui ont l'habitude d'écouter ce genre d'histoire et qui vont vous donner des clés. Et bien sûr, il n'y a pas de retour à la hiérarchie. Il y a quelques années en police, c'était mal vu peut-être. Le collègue, il a fait une inter. Il est faible.
ne peut pas lui faire confiance. Cette intervention elle était difficile pour lui, nous on a besoin de gars costauds. Ben non, c'est pas ça mec, en fait, on a un cœur, on a le droit d'avoir aussi nos sentiments et de ressentir une intervention plus particulièrement qu'une autre. On a chacun notre altérité, on a chacun notre plafond de verre et quand ça le dépasse, ben justement c'est là où l'équipe doit être soudée et collègue, viens on va parler. Et même pas s'appeler collègue, s'appeler Guillaume, Jérémy, viens on va parler. On va fumer une clope, on va... voilà. Et là, ça résout le problème, le dialogue. C'est important. Quand vous parlez de vos interventions, vous parlez beaucoup de la mort, qui a l'air quand même très présente dans votre métier. Quel est votre rapport à la mort? Conflictuel, décalé. J'ai beaucoup d'adjectifs pour qualifier la mort, mais on s'y fait jamais. Il y a tout type de mort. Il y a tout type de mort. Il y a la mort naturelle, celle qu'on croise très peu, ou qu'on va croiser, mais peut-être 3 semaines, 1 mois après les faits. Donc on voit plus la même mort en fait, on voit plus le même corps. Il y a les morts suite à des règlements de compte, ouais. Où là on voit des personnes qui sont atteintes dans leur chair par des balles. Enfin, c'est très compliqué à voir. C'est un corps arrêté et des fois qui vous regardent, c'est bizarre. Après, il y a les morts accidentelles, hein, les accidents de la route, souvent dramatiques, hein, parce que la mort n'implique pas que la personne en elle-même. Il y a toute une communauté autour, il y a toute une famille et tous les différents intervenants que propose la société, donc l'État, la police, les services funéraires, les médecins légistes, toutes les dispositions que prend l'État et la société à mettre des gens qui viennent pour aider à passer aussi ce cap. Après, ça passe aussi par les médecins, dans le cadre privé pour les familles. Enfin voilà, il y a tout un accompagnement autour de cette mort, la mort accidentelle. Et après, il y a la mort qu'on veut se donner, que la personne a décidé, a réfléchi souvent, peut-être même de manière prématurée, mais voilà, c'est pas anodin d'être appelé en nous disant qu'à quelques kilomètres, le mari de la dame est en train de se pendre. Souvent, on est les primo-intervenants avant les pompiers, et je vais être cru, mais décrocher quelqu'un, on l'a pas appris à l'école de police. Et vous, ça vous fait peur, ça vous dégoûte, ça vous rend triste? Qu'est-ce que ça provoque comme émotion, tout ça? Parce que c'est pas neutre quand même de choisir ce métier-là et de choisir d'avoir ce genre d'expérience. Non, ça me dégoûte pas. Ça me dégoûte pas. Ça peut pas me dégoûter, sinon j'arrêterai. Ça me fait peur, mais la peur amène au courage. Et donc on est courageux. On est courageux. Ouais. Et vous parliez de cette carapace. Comment justement on gère à la fois cette carapace? J'imagine qu'une carapace c'est aussi pour brider un peu ses émotions, pour arriver à gérer des situations. Comment justement on fait ce lien entre, parce que dans ce que j'entends de votre discours, le dialogue est extrêmement important et le fait d'exprimer ses émotions avec les collègues notamment est extrêmement important, en tout cas avec son entourage. Comment vous gérez ça justement, le fait d'avoir une carapace et le fait de parfois l'enlever? Je sais pas. Un enfant qui va se déguiser pour la première fois, il va pas vouloir retirer le costume. Il va vouloir le garder, l'user, le montrer, le partager, jouer avec, s'inventer des histoires. Sauf que nous, quand on met un uniforme de police, on ne peut pas s'inventer des histoires, on va nous inventer nos histoires. On va nous dire, ton futur c'est ça, dans les prochaines minutes c'est régler ce problème. 3 minutes après, tu vas devoir régler un autre problème. Après, tu dois devoir vivre, tu vas devoir manger avec tes collègues, mais tu vas pas pouvoir finir ton repas, tu vas devoir partir. Et justement, cet uniforme, il nous permet aussi de pouvoir emmagasiner les ondes de choc. On a peut-être le premier rebond du caillou qu'on jette dans un lac, mais on n'aura pas toutes les ondes autour. On les aura quand on l'enlève. Et c'est là, en fait, avec l'expérience, l'habitude et aussi le recul, qu'on va pouvoir diminuer un peu ces ondes de choc
et utiliser sa carapace au meilleur escient. Pour nous, mais aussi pour les autres. Parce qu'avant de penser à nous, je pense qu'on pense à nos familles et aux autres. Et le regard justement des autres sur votre profession, comment vous vivez ça? Quel était votre regard avant d'être policier sur la police nationale et quel est-il maintenant et comment vivez-vous cette relation, on va dire, avec la population? C'est intéressant parce que c'est vrai que j'avais une vision qui était la suivante et je parle au passé parce que j'ai changé d'idée et je suis heureux de l'avoir fait. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas, donc je suis heureux d'avoir passé ce cap. Je pensais que c'était à la société à s'adapter à la police et non l'inverse, à la police de s'adapter à la société. Mais en fait, force est de constater que lorsqu'on travaille avec la société, c'est la police qui doit s'adapter à la société et non pas l'inverse. C'est subtil, mais c'est ça en fait. C'est à nous à montrer qu'on est disponible pour la population dans un cadre. Travailler dans un cadre, c'est important. Interagir dans un cadre, c'est important. Et c'est ce cadre qui va nous faire évoluer de la meilleure des manières. Donc c'est à la police à s'adapter à la société et non l'inverse, dans ma vision des choses. Et alors, est-ce que vous avez des activités, des passions, des choses que vous faites en dehors du temps de travail, qui a l'air quand même assez important dans votre équilibre en tout cas, ça a l'air d'avoir une place importante dans votre métier, mais malgré tout, avez-vous d'autres choses qui vous émeuvent d'ailleurs? Oui, je ne suis pas que réduit à l'étiquette du fonctionnaire de police ou du flic pour parler dans le jargon familier. Je suis Guillaume, j'ai des passions, hein, bien sûr. Déjà, j'ai une famille comme tout le monde. J'ai une compagne comme la plupart d'entre nous. Et effectivement, des passions aussi. La plus mûre, c'est un podcast qui s'appelle Être flic. Alors vous allez me dire oui. Être flic, c'est une passion, mais ça parle toujours du métier, mais ça parle de la même manière dont je vous parle en fait, de la personne et pas de la fonction et pas du fonctionnaire. Donc ça retrace des parcours de vie de collègues, au féminin, au pluriel, au travers d'expériences professionnelles et de vie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on interagit dans la même société que vous. Après cette interview, je vais aller faire des courses et voilà, je vais vivre ma vie et ça met ça en évidence. Donc ça, c'est une passion qui me prend beaucoup de temps, c'est un beau projet. Et hormis ça, après, je suis motard, j'aime bien la culture, les musées, l'art en général, j'aime beaucoup la lecture. Et tout ça me permet, sur des interventions, peut-être trouver un lien avec des gens. Je vois un livre, pour le déconcentrer un peu, je vais lui parler du livre. Ou je vois qu'il y a une moto et qu'il y a un conflit dans la maison, viens, on va parler de la moto un peu. Comme ça permet aussi de prendre le temps et d'écarter un peu tous les protagonistes et pouvoir gérer le problème. Qu'est-ce que vous aimez dans la lecture? Quel genre de livre lisez-vous? Au départ, à la lecture, j'y suis arrivé par des autobiographies de personnes de la société, donc un directeur de prison, des pompiers, des policiers, avant même de vouloir devenir policier. Maintenant que j'en parle, je me remémore ça. Et après, je suis passé très vite au roman classique. Pour vous citer, là, je suis en train de lire Crime et Châtiment. Que je relis peut-être tous les 2 ans et c'est un très beau reflet de la société actuelle, en tout cas sur l'algorithme du protagoniste, comment il a réfléchi ou pas son crime et comment il va vivre avec tous ces tourments de l'être humain. Et ensuite, des romans de gare, quand tu prends le train, hein, tu prends au relais un petit roman et voilà. J'ai eu l'impression, dans ce que vous disiez juste avant, qu'il y avait une réflexion, en tout cas, ou peut-être pas une réflexion d'ailleurs, peut-être que c'est inconscient, en tout cas autour du regard de l'autre et de derrière les apparences et de derrière une fonction, il y a une personne. Comment c'est venu ça dans votre parcours? En rencontrant des gens en difficulté et ne pas vivre cette difficulté nous, peut-être ça nous contraint à pas la comprendre, mais si on essaie de discuter avec la personne et qu'on essaie de voir un peu ce qu'il y a derrière le masque, la partie cachée de l'iceberg,
il y a toujours anguille sous roche, il y a toujours quelque chose à gratter, à découvrir. Et si on découvre ces petits éléments qu'on veut bien nous confier, parce que c'est un legs, hein, la personne nous lègue ça, là on peut arriver à comprendre pourquoi elle en est arrivée là. Et la justice ne juge pas que les faits, mais elle s'intéresse aussi, et là je parle pour les comparutions immédiates, qui sont des mesures de jugement très rapides après un délit, où il y a le profil de la personne qui est pris en compte. Si elle est en état de récidive, si elle était sous l'influence de produits stupéfiants ou d'alcool qui modifient le comportement, et sa situation personnelle. Et bien un policier, si il veut aller jusqu'au bout des choses et bien faire son taf, essayer d'aller dans la mesure du temps qui lui est offert, juste derrière. Et ça permettra de comprendre les faits sans nous les juger. On n'est pas juge, hein, on est juste acteur. On est agent interpellateur, mais pas que. Et c'est important de comprendre ça, voir le problème sous un autre angle. Ça me fait penser à une conférence à laquelle j'ai assisté de Charles Pépin autour du choix. L'intitulé de la conférence était « Avons-nous toujours le choix ?» Quel serait votre regard là-dessus, votre point de vue? Quand on est sur un certain chemin, est-ce qu'on a le choix de là où on va finalement? Quelle est notre part de liberté là-dedans? Et quelle est la part du déterminisme d'une certaine façon dans la vie des gens? Tant que la police ne vient pas et ne contraint pas votre liberté de mouvement, vous disposez de cette liberté. Donc c'est un choix de pouvoir, d'un point A à un point B, choisir plusieurs chemins. Vous avez le choix, on a le choix, de choisir les gens qui nous entourent aussi. On a le choix de réfléchir, on a la capacité intellectuelle chacun, selon nos moyens, nos expériences, de pouvoir réfléchir et peser le pour et le contre et de décider. Même si c'est le mauvais choix, et s'en rendre compte en cours de route, c'est avoir le choix de changer aussi. Et de se dire, je vais me réinventer, je vais faire ça, mais différemment, et je vais prendre la tangente. Donc oui, on a toujours le choix de quelque chose pour arriver à réussir. Et réussir, c'est pas la finalité du projet, c'est réussir à aller dans ce projet et y mettre tout ce qu'on a de meilleur. Il peut y avoir des échecs, c'est pas grave, il y aura d'autres choses. Il y a des missions qu'on n'arrivera pas à résoudre. On ne s'en voudra pas, on aura donné le maximum, mais dans la vie privée, c'est pareil. Du coup, vous voyez quand même beaucoup de ce qu'on appellerait le mal, en tout cas, enfin, des choses qu'on pourrait juger violentes, mauvaises, négatives. Comme vous y êtes beaucoup confrontés et que, comme vous le disiez, vous passez juste après, mais à la fois de ce que vous dites, on a toujours le choix. Quel est votre rapport justement à ces choses-là, à l'infraction, au mal, et comment on a le choix d'une certaine façon? Et est-ce qu'on doit condamner du coup les gens qui font des choses mal? Est-ce qu'on doit les comprendre? Comment vous vivez ça quand vous avez en face de vous une personne qui a fait quelque chose de moralement condamnable, en plus d'être légalement condamnable? Oui, il faut bien rattacher les deux. Il y a la moralité et il y a la loi. La loi prévoit des infractions et prévoit des punitions. Il y a notamment un livre, c'est Surveiller et punir de Foucault, il me semble, qui explique très bien ça. Parce qu'une fois qu'on est puni, souvent c'est la casse-prison ou restriction de liberté. Nous, notre vision du mal, je ne vais pas être binaire. Je ne vais pas dire il y a le bien, il y a le mal. Il y a des situations qui amènent à faire des choses illégales. On a eu le choix de la faire, hein. On savait, les gens savent très bien. Et on a le choix aussi de faire les choses différemment, même si ça prend plus de temps, parce que le bien prend plus de temps que le mal. Je pourrais vous donner beaucoup d'amour, et le jour où je vous insulte, il restera que ça. Voilà. Donc le mal est vite fait, le bien est long à faire, mais est bien meilleur. Est-ce que c'est quelque chose de l'éducation? Oui. Ça s'apprend? Oui. Ça se transmet. Ça se transmet. C'est tout ce que ne disent pas les parents. Ils vous laissent faire vos erreurs. Ils vous laissent tomber quand vous êtes petit. Ils vous laissent vous écorcher quand vous tombez à vélo et que c'est la première fois que vous avez plus les roulettes. Mais là, c'est pareil. Hein. Prends ton vélo, prends ta voiture, t'es flic, tu verras bien. Hein. Et tu vas aider certains à se relever. Tu vas aider aussi d'autres gens qui ont subi des actes délictueux à être protégés. En enfermant quelqu'un, en le remettant à la justice, ça revient au choix. Hein.
ça revient au choix. Ouais. Le choix de bien faire. Et est-ce que dans votre parcours de vie, est-ce que vous auriez quelque chose, une leçon que vous auriez appris de votre expérience, quelque chose que vous voudriez nous transmettre qui vous semble particulièrement important ou essentiel dans votre vie? Comme on le disait précédemment, on voit beaucoup de choses mal. C'est pas le mal en lui-même, mais c'est des choses mal. Donc c'est aller vers son prochain. C'est pas du tout utopique ce que je raconte, c'est faisable. Il suffit de regarder un peu autour de soi, la société comment elle est, les gens dans le besoin. Je dis pas d'être ultra humaniste, mais je dis que déjà dans son cercle privé, donner de l'amour aux personnes qui vous entourent, le compagnon, la compagne, les parents, les petits frères, voilà. Préserver ça, c'est vraiment ce qui restera de plus fort, même si sa famille on la choisit pas, mais on peut choisir de leur donner de l'amour ou pas. Et regardez un peu comment ça se passe, voyagez, partez, prenez un ticket de train, un train de nuit, vous vous réveillerez loin de Paris et vous découvrirez une ville et vous reviendrez et vous aurez grandi, vous aurez rencontré l'altérité, prenez un vol, pas long courrier mais prenez un vol, allez dans d'autres pays, visitez d'autres cultures et vous reviendrez plus fort et meilleur et avec de l'expérience. Voilà ce que j'ai envie de léguer, de l'amour et de l'expérience. De l'amour et de l'expérience et des rencontres. Surtout. Merci beaucoup Guillaume pour cet échange. Avec grand plaisir.